Bonjour tout le monde, bonjour chers étudiants, chers étudiants. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours des anxiolytiques qui fait partie du grand chapitre des psychotropes, enseigné aux étudiants de cinquième année pharmacie dans le module de toxicologie à la faculté de pharmacie d'Alger. Alors, la première fois, vous avez vu, je pense, le cours des hypnotiques et on va enchaîner avec les anxiolytiques. Tout d'abord, un petit plan de ce cours. On va parler beaucoup plus sur les benzodiazépines comme la première classe des antibiotiques et on va voir la cinétique, la dynamique, la clinique de l'intoxication, le traitement et on finit toujours avec la partie analytique. Commençons déjà avec quelques notions de psychiatrie, quelques définitions. On commence toujours avec les définitions, de différencier sur plusieurs états psychologiques de l'être humain. Il peut passer de la peur, l'anxiété, l'angoisse, qui sont des termes, pour nous en général, c'est la même chose, alors que c'est des définitions euh, très différentes sur le plan clinique. La peur, c'est une émotion intense et souvent brève, rapidement, ça disparaît en présence d'un danger réel, et j'insiste sur le mot réel, et immédiat. L'anxiété, en parallèle, c'est une émotion moins intense que la peur, mais plus durable dans le temps, qui traduit de l'appréhension, une crainte diffuse et parfois sans justification réelle. C'est-à-dire la peur, c'est un danger réel. L'anxiété, parfois, on ne sait pas pourquoi. L'angoisse, c'est un malaise très intense lié à l'association d'une menace vague mais imminente, crise difficile à contrôler. Tout ça, c'est juste pour introduire les anxiolytiques parce que c'est des médicaments qui traitent l'anxiété qui est un état souvent pathologique. Les anxiolytiques font partie des psychotropes, en plus de précision des psycholeptiques, c'est des sédatifs psychiques qui diminuent l'activité mentale. Sont utilisés contre les manifestations psychiques et somatiques, les deux, de l'anxiété pathologique et sont connus pour leur effet sédatif. C'est pour ça qu'on appelle cette classe les tranquillisants. Il y a plusieurs familles chimiques dans la classe thérapeutique des anxiolytiques. On a les benzodiazépines, les carbamates, quelques antihistaminiques. Il y a aussi les agonistes de récepteurs sérotoninergiques, mais aujourd'hui, on va traiter beaucoup plus les benzodiazépines. Les benzodiazépines, en commençant par un petit historique, en 1950, Leo Sternbach, c'est un pharmacologue qui travaille pour Hoffman, très connu Hoffman pour ses découvertes des molécules chimiques à visée psychologique, et il synthétise par erreur la première benzodiazépine qui est la chlordiazepoxyde. 7 ans plus tard, il y a la mise en évidence des propriétés sédatives, myorelaxantes, anticonvulsivantes, de l'efficacité, bonne tolérance in vivo par les élèves, euh, par certains étudiants. En 1958, une année juste après, il y avait le brevet qui est déposé pour un médicament, le Librium, qui est la première molécule benzodiazépine commercialisée, et c'est la chlordiazépoxyde. Et en 1963, il y a une évolution de l'industrie physico-chimique, surtout modification et la base sur la relation structure-activité. Il y a une panoplie de molécules qui sont produites par la suite, toujours à visée psychotrope, mais avec des effets légèrement différents. Si on revient à l'étymologie, pourquoi on les appelle benzodiazépines? Benzodiazépine, c'est benzodiazépine. Benzo, c'est juste un cycle benzène. Et à côté d'un autre cycle benzène, et le deuxième cycle de benzène, on a remplacé deux carbones avec azote, et c'est le noyau azépine. Mais la structure de base pharmacologiquement active, il y a un troisième cycle qu'on rajoute pour le benzodiazépine pour avoir une activité pharmacologique. Et selon les radicaux R1, R2, R3, R4, R7 et R2', on a plusieurs panoplies de médicaments de benzodiazépine. Voici le tableau qui résume la plupart de relations structure-activité. On change un petit chlore, on le change par un fluor, on aura une deuxième molécule avec une pharmacocinétique, pharmacodynamique différente. Pour les propriétés physico-chimiques, la plupart
enfin, la quasi-totalité, c'est des bases faibles, faiblement solubles dans l'eau, mais solubles dans l'éthanol, chloroforme, l'éther. Ça, c'est important après, par la suite, pour la partie analytique. Euh, Généralement hydrosoluble et le coefficient de partition octanol-O, il varie de 3, par exemple pour le chlorazépate, jusqu'à 7000 pour midazolam. Je reviens sur la relation structure-activité. Là, j'ai dit tout à l'heure, il y a le benzodiazépine, c'est les deux premiers cycles. Et pour avoir une activité pharmacologique, on a le troisième cycle qui est rajouté. Là, on est dans la partie benzodiazépine pharmacologiquement active. Et là, selon les radicaux, 1, R jusqu'à 7, on a une activité pharmacologique différente. Par exemple, l'activité augmente avec l'électronégativité du R7. Parfois, quand les groupements sont nitrosés, on a plus de propriétés hypnotiques. Et quand ils sont halogénés, on a beaucoup plus une activité anxiolytique. La même chose pour 1, R3. Il y a une modification aussi sur la cinétique. Par exemple, si on fait un groupement carboxylique sur la R3, et là, ça donne une prodrogue, et après, on nécessite une activation. Donc, si on veut jouer sur la cinétique de la molécule, on va agir sur cette molécule. Et aussi pour le cycle C, euh, là, il représente aussi, il donne l'activité pharmacologique. Et par contre, si on enlève ce cycle C, on peut avoir une liaison de ce médicament avec les récepteurs, mais sans activité pharmacologique. Et ça, c'est très intéressant si on veut produire un antidote, par exemple, contre ces benzodiazépines. On veut bloquer les récepteurs des benzodiazépines. Là, on synthétise un médicament sans cycle C, et c'est le cas pour l'antidote, c'est les flumazines. Par rapport aux propriétés pharmacocinétiques, c'est du classique avec toutes les molécules psychotropes, absorption digestive importante, aussi parfois IV, parfois IM, on peut administrer certaines benzodiazépines comme la diazépam, chlordiazépam. Surtout ça, on en a besoin quand il s'agit d'un cas d'urgence, on a besoin de donner rapidement la molécule. Il y a aussi certaines formes par voie rectale, surtout quand il s'agit de convulsions chez les enfants et tout. Et puisqu'il a une activité anticonvulsivante, on préfère la voie rectale. Pour la distribution, et ça traverse la barrière hémato-encéphalique, ça traverse la barrière placentaire. Donc, c'est important de savoir ça, surtout par rapport à la grossesse. Pour le métabolisme, c'est essentiellement hépatique, comme tous les médicaments psychotropes d'ailleurs, et on a des réactions d'oxydation des conjugaisons en général. Et principal métabolite, on va le voir dans le schéma par la suite, c'est le N-desméthyldiazépam, ou tout simplement on l'appelle diazépam, qui lui-même, déjà c'est un médicament actif et qui donne aussi l'oxazépam, qui est un autre métabolite aussi actif. On le voit dans le schéma que la plupart des benzodiazépines passent par le carrefour intermédiaire de métabolisme qui est le nord-diazépam. Ça, c'est important aussi pour la partie analytique, si on veut chercher la présence ou non d'une benzodiazépine. Et si on rate la cinétique d'une molécule, on peut toujours chercher son métabolite, le carrefour des métabolites, qui est le nord-diazépam, qui aussi peut générer l'oxazépam. Rappelons que c'est des molécules biologiquement actives. L'élimination, elle est surtout urinaire sous forme de métabolites. La voie biliaire, elle est un peu faible, mais attention aussi au lait maternel. Quand une femme elle allait et elle est sous benzodiazépine, donc on demande de l'arrêt de traitement ou l'arrêt de l'allaitement ou la substitution par un autre lait. C'est-à-dire on trouve une solution essentielle que le nouveau-né ou le bébé n'aura pas une absorption de benzodiazépines. Et selon la demi-vie de l'élimination des benzodiazépines, on peut les classer. On peut classer les benzodiazépines à une demi-vie très courte, inférieure à 5 heures, par exemple les triazolam. Il y a aussi des benzodiazépines, un grand groupe de benzodiazépines à une demi-vie intermédiaire entre 5 et 24 heures, c'est-à-dire 24 heures en une journée. Et aussi, il y a des benzodiazépines à élimination très longue qui dépassent les 24 heures ou 48 heures. Ici, on remarque que le nord-diazépam qu'on a parlé tout à l'heure, le métabolite intermédiaire de tous les benzodiazépines, il a une demi-vie d'élimination très longue et
dépasse les 24 heures. Donc, sur le plan analytique, si on veut détecter une prise ou non d'une molécule, on préfère chercher le nordiazépam parce qu'il a une fenêtre de détectabilité assez large. Maintenant, on rentre un peu dans le mécanisme d'action euh, des benzodiazépines. Ils ont tous un mécanisme d'action pharmacologique et toxicologique commun et ils agissent tous sur un récepteur qui est le récepteur GABA. Le récepteur GABA est composé de 5 sous-unités glycoprotéiques qui s'organisent de façon pseudo-symétrique autour d'un port de conduction des ions chlorure. Je pense que vous connaissez très bien le mécanisme des récepteurs GABA. Et là, quand il y a une fixation le neurotransmetteur naturel inhibiteur GABA sur les sous-unités des récepteurs, il y a un changement de conformation du récepteur, ouverture de ce récepteur, passage des ions chlorure intracellulaire, il provoque une hyperpolarisation. Et là, le potentiel du neurone s'éloigne du seuil d'activation des canaux sodiques dépendant du voltage et ça donne une difficulté de passage vers une vague de potentiel d'action. Et là, si on prend la physiologie de l'être humain, il y a beaucoup de neurotransmetteurs excitateurs, l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine. Il y a un seul neurotransmetteur inhibiteur qui est le GABA. Et puisque nous, dans un cas d'anxiété, on cherche ce récepteur GABA pour le potentialiser. Maintenant, si on revient un peu sur la physiologie ou la physiopathologie de l'anxiété, c'est-à-dire quel que soit le trouble anxieux, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme? Il y a une excitation du système nerveux, notamment le système sympathique. C'est-à-dire l'anxiété, c'est un syndrome, c'est un symptôme, pardon, on le voit sur le plan clinique. Mais qu'est-ce qui se passe sur le plan biochimique? On remarque qu'il y a une excitation du système nerveux, surtout le sympathique, et ça donne une hyperactivité neuronale. Ça, c'est l'anxiété. Et puisqu'on a le seul neurotransmetteur inhibiteur qui est le GABA, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer sur ce récepteur pour le potentialiser, pour réduire un peu l'excitation du système nerveux provoquée pendant l'anxiété. Et là, puisqu'on parle de GABA et de benzodiazépine et de l'anxiété, lors de la découverte la première fois des benzodiazépines, et on a les chercheurs ont pu élucider le mécanisme pharmacologique des benzodiazépines, c'est-à-dire ils ont connu le récepteur GABA. Donc, il y a une partie qui est spécifique pour recevoir et accueillir les benzodiazépines. Et là, l'hypothèse qui est posée, est-ce qu'il y a des benzodiazépines endogènes? C'est-à-dire, puisque moi, je donne une benzodiazépine, elle trouvera son récepteur à côté c'est-à-dire, il y a un récepteur qui reçoit cette molécule. Donc, les chercheurs se posent la question, est-ce qu'on peut parler puisque ce récepteur, il existe déjà à l'état naturel, est-ce qu'il y a des benzodiazépines endogènes? Et là, ils ont continué leur recherche. Ils ont trouvé qu'il y a 3 benzodiazépines endogènes qui ont été purifiées dans le cerveau humain, c'est-à-dire 3 molécules endogènes qui ont la propriété sur le plan chimique comme les benzodiazépines. Et là, ils ont trouvé ce qu'on appelle des endozépines. Endogènes, zépines, c'est là par rapport à la propriété, par rapport à la structure chimique. Il y a aussi le DBI, diazépam binding inhibitor. Ça aussi, c'est un benzodiazépine endogène. Il y a aussi la bêta-carboline qui peut agir avec ce récepteur naturel. Là, on peut parler, c'est-à-dire les gens veulent toujours trouver le lien entre tout ce qui est psychique et tout ce qui est physique. Et là, ils disent que les endozépines, c'est des benzodiazépines endogènes, mais leur propriété pharmacologique, elle est contre l'anxiété, elle est anxiolytique. Et le DBI, le bêta-carboline, c'est le contraire, c'est anxiogène. Et l'état naturel de l'être humain,
il y a un équilibre entre l'anxiogène et l'anxiolytique. C'est-à-dire, il y a toujours, parfois, on est un peu anxieux, parfois normaux et tout. Donc, il y a un équilibre naturel. Et l'anxiété, elle arrive quand il y a une augmentation de quantité des anxiogènes et une diminution des anxiolytiques. Ça, c'est juste une hypothèse. Il cherche à savoir, à expliquer l'anxiété sur le plan physiopathologique. Maintenant, on revient à nos médicaments qui sont les benzodiazépines et quel que soit le trouble, on revient un peu sur la physiopathologie. Donc, quand il y a le trouble anxieux, il y a une excitation des systèmes nerveux. L'excitation est une hyperactivité neuronale. Le GABA est le seul inhibiteur, donc il faut le potentialiser. La liaison des benzodiazépines sur leur site régulateur secondaire, on change aussi la conformation des récepteurs GABA. Augmentation encore de la perméabilité du chlore et on diminue l'hyperactivité neuronale et ça, c'est l'action anxiolyse. On va un peu schématiser, c'est-à-dire moi, si j'ai une anxiété et je donne les benzodiazépines, ça va un peu augmenter encore l'effet du GABA qui va réguler un peu l'excitation du système nerveux central et ça devient normal. Mais par contre, s'il y a un surdosage des benzodiazépines, on tombe dans le cas contraire, l'hyperactivation du récepteur GABA, une entrée massive des chlorures et une hypoactivité neuronale et ça donne la sédation. Je pense que les images peuvent expliquer un peu la situation. Quand on est en état d'anxiété, il y a une excitation neuronale. Nous, on donne les benzodiazépines pour corriger cette excitation, donc on potentialise l'effet du GABA et on peut atteindre l'équilibre entre l'excitation et l'inhibition. Par contre, si on rajoute un peu plus de doses de benzodiazépine, on tombe dans le cas contraire où il y a une hypoactivité neuronale et on tombe dans la sédation. Maintenant, quelques propriétés pharmacologiques des benzodiazépines sont très connues, comme anxiolytique, la première action recherchée. Il y a aussi une deuxième action recherchée comme sédatif et hypnotique. Quelqu'un qui vous dit, moi, je ne peux pas dormir, j'ai des troubles de sommeil. Parfois, on prescrit aussi des benzodiazépines. Il y a aussi une autre activité antiépileptique, surtout, par exemple, en urgence, on prescrit le diazépam ou en ambulatoire, on donne quelques comprimés contre l'épilepsie. Et la quatrième action qu'il faut garder en tête aussi, qui est mieux relaxante. Généralement, c'est un effet indésirable, mais sur le plan pharmacologique, les chercheurs, ils essaient toujours de trouver une solution à un problème donné. Et par exemple, le tétrazépam qui était utilisé pour le traitement d'un point contre les contractures pour l'effet mieux relaxant. Autre action périphérique sur le cœur, sur le poumon, sur le tube digestif. Et là, c'est l'effet le plus marqué, c'est l'insuffisance respiratoire, surtout chez quelqu'un qui a déjà un problème respiratoire ou les benzodiazépines, on ne les donne pas aux gens qui ont problème cardiaque ou problème surtout respiratoire. Les effets secondaires de quelqu'un qui est sous benzodiazépine, c'est la somnolence sédation. On a vu un peu le mécanisme d'action. Il y a aussi la dépendance, et ça, c'est un grand problème pour les benzodiazépines. On a vu la dernière fois dans le cours de la toxicomanie, j'ai dit que on a étudié un peu les drogues et tout, et après j'ai dit qu'il y a aussi certains médicaments qui provoquent de la dépendance, surtout quand la maladie elle est chronique, et on donne souvent des benzodiazépines. Et il y a aussi le syndrome des sévrages, ça c'est très important, parce que quand quelqu'un il est anxieux ou épileptique, on lui donne quelques médicaments, et là on tombe dans la dépendance. Si on arrête le médicament pour des raisons X ou Y, on peut tomber dans le syndrome de sévrage. Le phénomène rebond, c'est juste après l'arrêt brutal du traitement, on peut revenir à la case du départ, l'anxiété massive. Il y a aussi les troubles amnésiques, amnésie antérétrograde, et ça, on a déjà discuté ça dans le groupe, dans le cours de la soumission chimique. Il y a certains médicaments qui provoquent des troubles amnésiques, qui parfois recherchés par l'agresseur ou le violeur. Et là, euh, ça provoque parfois un effet recherché. Le sixième point,
c'est les effets paradoxaux. Et ça, c'est, comme le nom l'indique, c'est la paradoxale. C'est-à-dire, on donne benzodiazépine qui est pour un malade pour diminuer l'excitation. Et là, ça provoque une contraire, une hyperexcitation. Et, et là, c'est un grand problème, surtout sur le plan médico-légal. Quelqu'un qui veut prendre, qui est sous traitement de benzodiazépine pour son anxiété, pour son anesthésie, pour l'effet hypnotique, pour l'effet myorelaxant. Et là, on tombe dans le grand problème de l'effet paradoxal, c'est-à-dire l'effet inverse. Et ce phénomène est observé chez 1 à 2 de la population et il a des conséquences un peu graves. Les causes, ça reste toujours mal connues, mais, euh, mais il y a beaucoup de pistes de recherche sur le plan pharmacogénétique. Mais la conséquence la plus grave, euh, c'est l'effet médico-légal. Un médecin donne un anesthésique ou un dentiste il donne un anesthésique à un malade. Et là, on trouve que beaucoup d'effets d'excitation jusqu'à l'agitation, le levier d'inhibition. D'ailleurs, on entend souvent par le mot chez les toxicomanes, Madame Courage. Euh, Parfois, c'est aussi des benzodiazépines. C'est-à-dire quelqu'un, il prend euh, le médicament, il est censé être sous hypnotique, un meilleur relaxant, quelqu'un qui va diminuer le système nerveux central. Et là, au contraire, on trouve l'effet paradoxal. Et c'est un sujet de recherche jusqu'à maintenant. Les gens travaillent sur ce sujet. Et devant tous ces effets secondaires, là, on a la réglementation, elle limite l'utilisation des benzodiazépines. 4 semaines pour les benzodiazépines à propriété hypnotique et 12 semaines pour les benzodiazépines à propriété anxiolytique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser la prescription de 12 semaines pour ces médicaments. Les interactions, et ça, c'est la cause la plus fréquente des effets non voulus de la toxicité de ces molécules, les interactions sur deux types, sur le plan cinétique, sur le plan dynamique. Par exemple, il y a une augmentation de l'effet sédatif avec les inhibiteurs des cytochrome P450, il y a une diminution de l'activité avec les inhibiteurs enzymatiques, ça sur le plan pharmacocinétique. Il y a aussi, sur le plan pharmacodynamique, augmentation de la dépression respiratoire, on a vu que c'est un effet secondaire, et surtout quand il est associé avec les morphiniques, et diminution de l'activité de certains benzodiazépines en présence de avec d'autres familles de benzodiazépines. On a un phénomène, l'antagonisme compétitif. L'alcool aussi, il y a une interaction avec l'alcool sur les deux effets. Quand il y a une prise aiguë, il y a une potentialisation de la réponse GABAergique et les effets sont dépresseurs du système nerveux central. Donc, ils ont le même effet. Par contre, s'il y a une prise chronique de l'alcool, et on a vu dans l'alcool qu'il y a une désensibilisation des récepteurs du GABA, et les effets sont alors préférentiellement excitateurs. La toxicité aiguë, il y a plusieurs circonstances d'intoxication aux benzodiazépines, accidentelles, surtout chez les enfants. Ils ne savent pas le risque, ils trouvent un médicament du grand-père, de l'entourage, du grand-mère, un comprimé attirant bleu ou rouge. Donc, les enfants, on a vu beaucoup de cas d'intoxication aux psychotropes, surtout aux benzodiazépines chez les enfants. Il y a aussi les volontaires quand il y a, pour les adultes, quand il y a les tentatives de suicide. Les doses toxiques varient d'une molécule à une autre, mais en général, la plupart, c'est 500 mg pour l'adulte ou 5 mg par kilo chez l'enfant. Il y a aussi certains médicaments qui sont très toxiques à très faible dose, comme le flunitrazepam, qui est 20 mg chez l'adulte et 0,02 mg par kilo chez l'enfant. Qu'est-ce qu'on observe quand il y a un surdosage de benzodiazépine? La phase initiale, on trouve trouble du comportement, agitation, agressivité et ébréité. C'est la première phase initiale. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les gens qui ont l'effet paradoxal. Cette phase, c'est la phase globale. C'est-à-dire, il prend le traitement, il reste dans la phase initiale avec agitation, agressivité et ébréité. Mais chez les gens, la plupart des gens, il y a une deuxième phase,
c'est l'aggravation des effets sédatifs. On observe une somnolence, obnubilation, elle peut aller jusqu'à coma calme hypotonique. La dépression respiratoire, elle est observée surtout chez l'enfant ou personne âgée ou quelqu'un qui a un problème déjà respiratoire. Une hyperexcitabilité sinusale, une hypotension surtout avec les benzodiazépines à action rapide et le pronostic favorable. En général, on meurt rarement d'un surdosage de benzodiazépines, surtout quand il n'y a pas une association. Le traitement rapide, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une lavage gastrique. On peut faire, en cas de coma, l'intubation trachéale et ventilation assistée. On peut administrer le charbon activé parce qu'il peut absorber les benzodiazépines et la diurèse osmotique neutre peut faciliter l'élimination. Mais surtout, le plus utilisé, et c'est très connu dans les hôpitaux, dans les services d'urgence ou l'AREA, c'est le traitement par l'antidote qui s'appelle la flumazénil ou le nom commercial, c'est l'anexate, qui est un benzodiazépine aussi, mais avec un effet antagoniste parce qu'il n'a pas le récepteur, le cycle C, si vous vous souvenez de la structure. Il est sous forme injectable, une ampoule, action très rapide et spectaculaire. En 30 secondes, le malade se réveille. On fait plusieurs injections successives ou parfois perfusion lente et a une bonne tolérance et on récupère le malade rapidement. Pour la toxicité chronique, c'est juste l'arrêt de traitement ou la substitution par d'autres molécules. Maintenant, en laboratoire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, quand il y a une suspicion ou le médecin veut diagnostiquer une intoxication benzodiazépine? On commence toujours avec les étapes. Dépistage, identification, puis quantification. Pour le dépistage, c'est des tests immunochromatographiques très simples. On a souvent utilisé ces tests contre les benzodiazépines. Maintenant, comme maintenant vous les voyez dans les tests antigéniques pour le corona, c'est exactement le même principe. On rajoute quelques gouttelettes d'urine et là, s'il y a l'anticorps, il est déjà fixé dans la ligne de migration. Et s'il y a la benzodiazépine, on trouve un trait et on dit que c'est positif. Mais là, c'est pour la plupart, pour la famille complète des benzodiazépines, on dit que présence de la famille des benzodiazépines. Il y a aussi, cette technique, elle a l'avantage d'être dépistage simple et rapide, automatisable, aucun pré-traitement, mais le problème, il faut bien gérer les faux positifs et les faux négatifs. C'est pour ça il y a toujours une identification et puis quantification des benzodiazépines pour des techniques chromatographiques. La technique la plus classique, c'est la CCM, la chromatographie couche mince. Je pense que vous êtes en train de faire des travaux pratiques par rapport à ça. Il y a aussi l'identification du spectre UV de la molécule et le comparer par rapport à une librairie. Et il y a aussi la chromatographie par HPLC ou CPG. Une autre technique de colorimétrique très connue dans les laboratoires, la plupart des laboratoires peuvent le faire, c'est-à-dire on n'a pas besoin de grand matériel, c'est juste une réaction colorimétrique, un spectre UV et ce qu'on appelle la diazocopulation. On hydrolyse un peu la benzodiazépine en présence de l'acidité et la température et tous les métabolites aboutissent à la formation d'une amine aromatique primaire diazocopulable de coloration violette et qu'on peut caractériser et doser par spectrophotométrie à la longueur d'onde 550 nanomètres. Et comme j'ai dit, il y a toujours la chromatographie HPLC, CPG et l'EDA, c'est avoir un détecteur masse. Et je vous remercie pour votre attention.